Mon père m'a ramené à la maison ce week-end, 11 heures de vol, 2 escales, sans dormir. Je suis sorti sur le perron, les jambes endolories, une valise dans une main et des cadeaux pour les enfants de mon frère dans l'autre. Je sentais le café de l'avion et l'air recyclé, mais je souriais encore, car une petite voix naïve en moi espérait que cette fois-ci serait différente. La porte s'est ouverte. Pas de bonjour, pas de câlin. Mon père n'a même pas daigné me regarder. Il a fixé ma valise et a dit, comme si c'était déjà décidé. Tu vas garder les enfants de ton frère. On part en vacances en famille. Mon frère Marc a ri derrière lui. Ne leur essuie pas le nez. Tante Émilie est épuisée. Ils riaient tous. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste souri et dit une chose. Et c'est là que mon père a pâli et s'est mis à murmurer. Non, non, absolument pas. Je n'ai rien dit ensuite. Pas encore. J'ai roulé ma valise dans la cuisine comme si j'avais tout accepté, comme si ces mots ne m'avaient pas blessé, comme une insulte silencieuse. Les enfants sont passés en courant devant moi, encore chaussés, se disputant pour savoir quel dessin animé regarder. Mon père retournait déjà à la cuisine en criant par-dessus son épaule. On parlera des horaires plus tard. Des horaires ? Comme si j'étais une employée qui venait de pointer. Je me suis dit de ne pas réagir de façon excessive. C'était toujours mon réflexe, arranger les choses, trouver une explication raisonnable, me rappeler que les familles sont compliquées. Après tout, mon père avait payé le billet d'avion. Il avait dit que je lui manquais. Il avait dit que les vacances ne seraient pas les mêmes sans moi. Je les ai suivis dans la cuisine et j'ai posé mon sac sur le plan de travail. Sur le réfrigérateur, il y avait un calendrier imprimé avec des cases de couleurs différentes. Rouge pour les vols, bleu pour les activités à l'hôtel, jaune pour ce qui devait être mes heures de babysitting. Tous les jours, du matin jusqu'à tard le soir, mon nom était déjà inscrit. Personne ne m'avait rien demandé. Mon frère Marc, appuyé contre le comptoir, faisait défiler son téléphone. C'est juste pour une semaine, dit-il nonchalamment, comme s'il parlait d'emprunter un chargeur. De toute façon, tu travailles à distance, non ? Ça ira. J'ouvris la bouche pour répondre, puis la refermer. Ce n'était pas nouveau. Pas vraiment. En grandissant, j'avais toujours été le plus facile à vivre. Celui qui n'avait pas besoin de grand-chose. Celui qui se débrouillait. Quand Marc avait des ennuis, papa soupirait et disait « Tu sais comment est ton frère ?» Quand on avait des difficultés financières, c'était moi qui faisais l'impasse sur les dépenses sans qu'on me le demande. Et quand j'ai déménagé pour le travail, cette dynamique n'a pas changé. Elle est juste passée au numérique. Sauf que cette fois-ci, papa avait envoyé un SMS quand le chauffe-eau était tombé en panne. Sauf que cette fois-ci, quand Marc avait besoin d'aide pour payer sa carte de crédit. Sauf que cette fois-ci, quand la facture d'électricité était en retard à cause d'une erreur de calcul, j'avais toujours payé. Non pas parce que j'étais riche, non pas parce que ça ne me faisait pas mal, mais parce que dire non était plus difficile que d'ouvrir mon application bancaire, car je ne voulais pas être la fille qui complique les choses. Debout dans la cuisine, à les écouter parler de dîner sur la plage et de boissons au bord de la piscine, je sentis cette pression familière s'installer. L'idée tacite que je m'adapterais, que j'accepterais les inconvénients, que je trouverais une solution. Mon père finit par me regarder. « Ça te va, n'est-ce pas ?» demanda-t-il en attrapant déjà sa tasse de café. Ce n'était pas vraiment une question. J'acquiesçai lentement, forçant un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. « On en reparlera, dis-je. » Après que je me sois reposé, répondit-il d'un air satisfait avant de se détourner. Cette nuit-là, seul dans ma chambre d'enfance, je restai éveillé, fixant le plafond, écoutant le calme revenir dans la maison. Mon téléphone vibra, une notification de ma banque, une alerte de routine. Rien d'urgent. Pourtant, quelque chose me nouait l'estomac. Je me disais que c'était juste le décalage horaire. Mais au fond de moi, je savais que c'était faux. Il ne s'agissait pas de garder les enfants. Ça ne l'avait jamais été. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant tout le monde. Mon corps était encore décalé, mon esprit bourdonnant de cette agitation à moitié endormie qui rend impossible d'ignorer les petits détails. Je me suis glissé pieds nus dans la cuisine et j'ai versé une tasse de café, en prenant soin de ne pas réveiller les enfants affalés sur le canapé. Mon téléphone était posé sur le comptoir, illuminé par les notifications que j'avais manquées pendant la nuit. La plupart étaient inoffensives. Des courriels professionnels. Un message d'un ami à Seattle. Puis j'en ai vu un de ma banque. Ce n'était pas un avertissement. Ce n'était pas un refus. Juste un simple message concernant les mises à jour de compte. J'ai failli le supprimer sans l'ouvrir. J'ai failli. Le courriel contenait plusieurs pièces jointes. L'une d'elles portait mon nom de famille dans le titre. Une autre, celui de mon père. Je me suis assise à table, la chaise raclant doucement le carrelage, et j'ai ouvert le dossier. Au début,
Les mots ne m'ont pas fait tilt. Taux d'intérêt, conditions de prêt, échéancier de remboursement. Cela ressemblait à tous les autres documents financiers que j'avais parcourus en diagonale avant de les oublier. Soudain, mon regard s'est arrêté sur une ligne qui m'a fait sursauter. Emprunter, Robert Harris, Emily Harris. Je suis resté planté devant l'écran, persuadé qu'il y avait forcément une erreur. Une faute de frappe. Un vieux document apparu par inadvertance. J'ai fait défiler la page vers le haut, puis vers le bas, plus lentement cette fois. Mon nom n'a pas disparu. Un souvenir a refait surface. Mon père, celui d'il y a des années, se tenait à la même table, me tendant une liasse de papier avec un sourire fatigué. Il m'avait dit que ce n'était que de la paperasse, que la banque avait besoin de garanties supplémentaires, que cela ne me concernerait pas. Je lui avais fait confiance. La porte de la cuisine a grincé et mon père est entré, se frottant les yeux encore. « Hans Miles. » Il a regardé mon visage, puis mon téléphone. « Tu es levé tôt, » a-t-il dit. « Pourquoi mon nom figure-t-il sur un prêt pour cette maison ?» ai-je demandé. Il ne s'est même pas assis. Il a agité la main comme si je lui avais demandé la météo. « Oh, ce n'est rien, c'est juste un document dont la banque avait besoin à ce moment-là. Il est indiqué que je suis co-emprunteuse, dis-je d'une voix calme malgré mon cœur qui battait la chamade. Il fronça légèrement les sourcils, comme si j'exagérais. « Vous vous inquiétez pour rien. Vous ne payez pas la maison. Cela ne vous concernera pas. » Je voulais le croire. Vraiment. Mais tandis qu'il s'éloignait, je remarquai autre chose sur l'écran. Une section affichant l'historique des paiements. De petits écarts, des frais de retard discrètement réglés, des virements qui me semblaient familiers. J'eus un mauvais pressentiment. Cet après-midi-là, pendant la sieste des enfants et les courses de mon père, j'ouvris mon ordinateur portable dans la chambre et me connectai à mes comptes. Je ne voulais pas fouiller. Je voulais juste me rassurer. Au lieu de cela, je découvris une constante. Les dates correspondaient de façon trop évidente. Chaque fois qu'il y avait eu une urgence familiale, un paiement apparaissait sur mon compte quelques jours plus tard. Les montants variaient, mais pas les dates. J'ai commencé à sauvegarder des fichiers, des captures d'écran, des relevés bancaires, des emails que j'avais auparavant ignorés. Pour la première fois, je me suis demandé si la raison pour laquelle papa m'avait fait rentrer en avion n'était pas parce que je lui manquais. C'était peut-être parce que quelque chose se préparait et que j'étais déjà partie intégrante de la solution. Ce soir-là, j'ai réalisé que quelque chose avait déjà été décidé sans moi. La maison n'était ni chaotique ni tendue. Elle était organisée, fonctionnelle, comme si un plan avait été finalisé bien avant que je ne descende de l'avion. Assise à la table de la salle à manger avec un verre d'eau que je n'avais pas touché, j'observais mon père et mon frère Marc s'affairer dans la cuisine avec une énergie que je ne leur avais pas vue depuis des années. Ils n'étaient ni fatigués, ni stressés. Ils étaient enthousiastes. De cette excitation que l'on ressent avant de se libérer de toute responsabilité. Marc, appuyé contre le comptoir, faisait défiler des photos sur son téléphone. « Voilà la vue sur l'océan », dit-il en tournant l'écran vers mon père. « Et le club pour enfants est inclus. On n'a même pas à s'en soucier. » Mon père a ri doucement. « Parfait. C'était le but. J'ai attendu. J'ai attendu que l'un d'eux me regarde pour confirmer ma présence. Que j'étais la raison pour laquelle il n'avait pas à s'occuper des enfants. Que tout reposait sur moi. Rien. Les enfants étaient par terre, à proximité, se disputant une tablette. Des verres de jus renversés, des gâteaux écrasés sur la moquette. Personne ne leur a dit d'arrêter. Personne n'a nettoyé. Je savais déjà que c'était de ma faute. Mon père s'est finalement tourné vers la table et a fait glisser un paquet imprimé. Il s'est arrêté juste devant moi, comme une annonce officielle. « Voilà », a-t-il dit, « tout est prêt. » Je l'ai pris lentement. En haut, une photo brillante d'un complexe hôtelier en bord de mer. Sable blanc, eau turquoise, palmiers légèrement inclinés, l'air détendu. En dessous, les dates. 7 jours, 6 nuits, les heures de départ marquées en jaune. Leurs noms étaient soigneusement écrits. Robert, Marc, les enfants. Le mien n'était mentionné nulle part. J'ai feuilleté la page. Informations sur la chambre, programme des activités, réservation au spa, croisière-dîner, chaque heure était comptabilisée, et puis je l'ai vu. En bas de la dernière page, en petits caractères gris, figuraient les 4 derniers chiffres de la carte bancaire utilisée pour la réservation. C'était la mienne. Un instant, j'ai eu l'impression que la chambre penchait légèrement vers la gauche. Pas assez pour me faire basculer, juste assez pour que je m'agrippe au bord de la table. J'ai sorti mon téléphone de ma poche, les doigts soudainement en feu. J'ai ouvert mon application bancaire. Les débits en attente me fixaient du regard, comme s'ils m'attendaient. Acompte pour l'hôtel, billets d'avion, location de voiture, tout débité au cours des dernières 48 heures. Tout sur ma carte. Je n'ai pas donné mon accord,
ai-je dit. Ma voix n'était pas forte. Je n'en avais pas besoin. Marc a à peine levé les yeux. Allez, monsieur ne commence pas. Je suis sérieuse, ai-je insisté. C'est moi qui ai payé. Mon père a soupiré profondément, comme toujours lorsqu'il voulait me faire comprendre que j'exagérais. Eh bien, on verra ça plus tard, dit-il. Tu t'attardes toujours sur les détails. Ce ne sont pas des détails, rétorquai-je. Il s'agit de milliers de dollars. Il fit un geste de la main. Tu gagnes bien ta vie, et ce n'est pas comme si tu payais un hôtel cette semaine. Tu vis ici. Une douleur aiguë me transperça la poitrine. Alors, c'est ça le marché? Demandai-je. Un lit dans ma chambre d'enfance en échange de la garde d'enfants et de vacances que je finance. Margaret me regarden enfin. Wow, theatral. Puis il ajouta nonchalamment. Tu aurais dit oui de toute façon. Tu le fais toujours. Il ne l'a pas dit pour me blesser. Il l'a dit parce qu'il y croyait. Mon père hocha la tête, comme si la tension était retombée. Tu es là, dit-il. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas encore de famille. Voilà comment tu contribues. Ces mots résonnèrent plus fort qu'une insulte. Je baissai de nouveau les yeux vers le paquet. Dans la marge, quelqu'un, probablement mon père, avait griffonné des notes. Émilie, le matin, Émilie. Le soir, Émilie. L'heure du coucher. Ni invité, ni fille. Du babysitting. Je sentais la chaleur me monter aux yeux, mais je me retenais. Pleurer n'aurait fait que confirmer ce qu'il pensait déjà, que j'étais émotive, difficile et que j'exagérais. J'ai plié le paquet avec soin et l'ai reposé sur la table. Avant de partir, dis-je en me levant, il faut qu'on parle. Mon père fronça les sourcils. À propos de quoi? D'argent. L'atmosphère se fit soudain pesante. Mark Grogner Briement. Sérieusement? Maintenant? Oui, dis-je. Maintenant. Mon père scruta mon visage. Il me regardait vraiment pour la première fois depuis mon arrivée. Quelque chose dans mon expression dut le mettre mal à l'aise, car son ton s'adoucit légèrement. Après le dîner, il dit. On ne va pas gâcher la soirée. J'acquiesçai. D'accord. Après le dîner, je me retournai et me dirigeai vers mon ancienne chambre, les jambes fermes malgré mes mains tremblantes. Il croyait que cette conversation portait sur le babysitting. Il pensait que c'était une question de timing, de gratitude, ou que j'étais difficile avant un voyage. Ils ignoraient que ce que j'allais leur révéler se préparait depuis des années, et qu'une fois dit à voix haute, il serait impossible de revenir en arrière et de retrouver la personne qui, discrètement, leur avait facilité la vie à mes dépens. Le dîner était encore à 1 heure. Et pour la première fois depuis que j'avais réservé mon vol retour, je ne comptais pas les minutes avant de pouvoir me reposer. Je comptais les minutes avant que tout ne bascule. Le dîner était insipide. J'ai à peine touché à mon assiette. Personne d'autre, d'ailleurs. Mon père n'arrêtait pas de regarder sa montre. Marc était absorbé par son téléphone. Les enfants se disputaient le dernier petit pain. Tout semblait mis en scène, comme si nous faisions tous passer le temps en attendant que les choses sérieuses commencent. Quand les assiettes eurent disparu, je me suis levé. On peut s'asseoir, ai-je demandé. Tous ensemble. Mon père a hésité, puis a fait un signe de tête vers la table. D'accord, 5 minutes. 5 minutes. C'était le temps qu'il pensait que ça prendrait. J'ai pris mon ordinateur portable dans la chambre et l'ai posé devant moi. L'écran éclairait la pièce d'une douce lueur. Marca haussé un sourcil. Qu'est-ce que c'est? A-t-il demandé. Des informations, ai-je répondu. Le genre d'informations dont on aurait dû parler depuis longtemps. Mon père a croisé les bras. Émilie, si c'est une question d'argent, on n'en a vraiment pas besoin. C'est une question d'argent, ai-je dit calmement. Et c'est vrai. J'ai cliqué sur le pavé tactile. Un tableur a envahi l'écran. Des lignes et des lignes de dates, de montants, de notes, codées par couleur et minutieusement organisées. J'y avais travaillé la veille au soir, assise dans mon lit d'enfant pendant que la maison dormait, en consultant les relevés bancaires de 3 comptes différents. J'ai légèrement incliné l'ordinateur portable pour que tout le monde puisse voir. Non, a immédiatement dit Marc. Je ne ferai pas ça. Ça ne prendra pas longtemps, ai-je répondu. Si tu m'écoutes. Mon père a soupiré bruyamment, comme si je l'avais mis mal à l'aise. Tu en fais toute une histoire. Je n'ai pas discuté. J'ai commencé à faire défiler. Il y a 3 ans, l'année dernière, ai-je dit en pointant la première entrée. Tu m'as appelé parce que le paiement de l'hypothèque était en retard. J'ai envoyé $1 400. Papa a ouvert la bouche, puis l'a refermée. 2 mois plus tard, ai-je poursuivi, la carte de crédit de Marc était à découvert. J'ai transféré $2 300 pour que son compte ne soit pas bloqué. Marc s'est agité sur sa chaise. C'était temporaire. Je sais, ai-je dit. C'est pour ça que je l'ai noté.
J'ai de nouveau fait défiler. Quand le chauffe-eau est tombé en panne, $900. Quand la facture d'électricité était en retard, $380. Quand l'assurance auto a expiré, $620. Le silence se faisait de plus en plus pesant à chaque chiffre. Et ça, c'est sans compter les charges, ai-je ajouté. Les services de streaming, les forfaits mobiles, la livraison de courses, tout ce qui était plus facile à payer avec ma carte. Papa a secoué lentement la tête. Ce n'est pas juste, a-t-il murmuré. Tu déformes les choses. Je ne déforme rien, ai-je dit. Je vais vous montrer. Marc se pencha en avant et plissa les yeux vers l'écran. Son visage se transforma lorsqu'il reconnut ses propres mots dans la colonne des notes. Je te rembourserai le mois prochain. J'ai juste besoin d'un petit coup de pouce maintenant. Merci, monsieur, tu me sauves la vie. Pourquoi tu gardes une trace de ça? Demanda-t-il sèchement. Quel genre de personne fait ça à sa propre famille? Le genre qui en a marre de faire comme si de rien n'était, répondis-je. Je fis défiler jusqu'en bas. La dernière ligne était en gras. 36 mois au total. $57,000. $840. Le chiffre était là, lourd et indéniable. Personne ne dit rien. Mon père fixait le mur derrière moi, comme si la réponse s'y trouvait peut-être. Marc passa une main dans ses cheveux et, soudain, il évita mon regard. Les enfants, sentant le changement, se turent. Ce n'est pas possible, finit par dire mon père. Impossible, dis-je. J'ai revérifié. J'ai revérifié. Tu agis comme si on t'avait volé, dit-il. Il siffla. Non, dis-je calmement. J'agis comme si on m'utilisait et comme si j'avais enfin cessé de faire semblant que ça n'avait pas d'importance. Marc s'éleva. C'est dingue. Tu fais vraiment ça juste avant un voyage? Oui, dis-je, parce que ce voyage fait partie de tout ça. Le visage de mon père se durcit. Nous sommes ta famille, dit-il. On ne brandit pas les chiffres comme des armes. Je soutins son regard. Une famille ne met pas le nom de sa fille sur un prêt immobilier sans lui expliquer les risques. On ne dépense pas des milliers de dollars avec sa carte sans demander son avis, dis-je. Et on ne décide pas que son temps, son argent et son silence sont à sa disposition. Il serra les dents. Tu gagnes bien ta vie, dit-il. Tu vis seul. Tu ne comprends pas à quel point c'est difficile d'élever des enfants. Je ressentis quelque chose d'étrange, pas bruyamment, pas dramatiquement, mais profondément. Je comprends parfaitement à quel point c'est difficile, dis-je. J'en ai payé le prix. Un silence pesant s'abattit sur la table. Je fermai l'ordinateur portable à moitié, non pas pour cacher. Je détournai le regard de l'écran, mais pour m'assurer qu'il me regardait bien. Ce n'est pas une dispute, dis-je doucement. C'est une phrase, murmura mon père, la voix faible. Quelle phrase? Je ne répondis pas tout de suite, car ce que j'allais faire ensuite n'était pas quelque chose que tu m'avais expliqué. C'était quelque chose que tu m'avais montré. Et une fois que ce serait fait, il était hors de question que je prétende à nouveau qu'il s'agissait d'un simple malentendu. Je ne haussai pas le ton. C'était justement ce à quoi il ne s'attendait pas. Je restai assise un instant, laissant le silence s'étirer juste assez pour devenir pesant. Mon père remua sur sa chaise. Marc se frotta les mains comme pour les réchauffer. Finalement, mon père s'éclaircit la gorge. « Émilie, dit-il doucement, nous pourrons parler de tout ça après le voyage. Pour l'instant, tout le monde est fatigué. Les émotions sont à vif après le voyage. » Encore cette phrase, comme si le voyage était inévitable, comme s'il leur appartenait encore. J'ouvris de nouveau mon ordinateur portable. Le léger clic de l'écran qui se soulevait fut plus fort qu'il n'aurait dû l'être. Tous les regards se tournèrent vers mes mains. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Marc. « Fini l'appel, dis-je. » Je tournai l'ordinateur portable pour qu'il puisse bien voir l'écran. Ce n'était pas le tableur cette fois, mais une autre page. Une fenêtre de confirmation, fond blanc, texte noir soigné. Le logo de l'établissement figurait en haut. En dessous, leur nom, la date, les informations sur le colis, et juste en dessous, un mot se détachait, statut. Annulé. Mon père se pencha si brusquement que sa chaise grinça bruyamment sur le sol. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. Je ne répondis pas tout de suite. Je cliquai à nouveau. Une deuxième page s'afficha. Le remboursement de la compagnie aérienne avait été traité. Des avoirs de vol avaient été émis. Marc s'éleva. « Non, 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 tu n'as pas fait ça. »« Si, dis-je. » Le visage de mon père se décomposa. « Tu n'avais pas le droit, dit-il, la voix tremblante. Ce sont nos billets. »« Ils ont été achetés avec ma carte, répondis-je calmement. Sur mon compte, avec mon argent. » C'était tellement vieux. Ces mots me blessèrent. « Tu ne peux pas faire ça comme ça, dit-il. On a déjà prévenu les enfants. » J'ai jeté un coup d'œil au salon.
Il regardait un dessin animé, complètement insouciant, riant de quelque chose à l'écran. Ils s'en remettront, ai-je dit doucement. Ce à quoi je n'ai pas survécu, c'est à ça, a dit Marc en passant une main dans ses cheveux et en faisant les 100 pas. Franchement, c'est de la folie, a-t-il murmuré. Tu es en train de tout gâcher à cause d'un malentendu. Ce n'est pas un malentendu, dis-je. C'est une habitude. Mon père frappa la table du poing. Pas assez fort pour blesser qui que ce soit, mais assez pour faire trembler la vaisselle. Et alors, siffla-t-il. Tu rentres juste pour nous humilier? Je suis rentré parce que tu me l'as demandé, dis-je. Je m'arrêtai, car j'avais besoin d'y voir clair. Il me fixa comme si j'étais une autre personne. Nous sommes ta famille, répéta-t-il, plus fort cette fois. On n'annule pas des vacances en famille dans notre dos. Je soutins son regard, le cœur battant la chamade, mais ma voix resta calme. Je n'ai pas annulé des vacances en famille, dis-je. J'ai annulé une facture qui n'était pas la mienne. Marc cessa de faire les 100 pas. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Demanda-t-il, la panique montant dans sa voix. Tu sais, on ne peut pas se permettre ce voyage tout seul. J'acquiesçai. Je savais que c'était le but. Mon père se laissa retomber lentement dans son fauteuil, comme si ses jambes l'avaient lâché. Il secoua la tête et... Non, murmura-t-il. Non, non, absolument pas. Les mots exacts qu'il avait marmonnés à la porte à mon arrivée. À l'époque, il s'agissait de perdre le contrôle de la situation. Maintenant, il s'agissait de perdre son filet de sécurité. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai posé mes mains sur la table. Je ne fais pas de babysitting, ai-je dit. Je ne finance pas les vacances et je ne fais plus semblant que c'est normal. Mon père leva brusquement les yeux. Et alors? Tu ne fais que nous interrompre. J'arrête, l'ai-je corrigé. Il y a une différence. La pièce semblait plus petite, plus étouffante, comme si les murs écoutaient. La voix de Marc s'est brisée. Tu vas vraiment nous laisser comme ça? J'ai pris une profonde inspiration. Je ne vous quitte pas, ai-je dit. Je quitte le rôle que vous m'avez confié sans me demander mon avis. Personne n'a rien dit ensuite. Pour la première fois, il comprenait quelque chose auquel il n'avait jamais eu à faire face auparavant. Il n'y avait pas de voyage pour les distraire. Pas de babysitter qui attendait dans la pièce d'à côté, pas de carte sur laquelle ils auraient pu discrètement faire des achats et s'excuser plus tard. Les vacances étaient terminées, et avec elles l'illusion que je serais toujours là pour leur faciliter la vie, quel qu'en soit le prix. Personne n'a bougé pendant un long moment. La maison semblait figée, comme si même les murs attendaient de voir ce qui allait se passer. Mon père était toujours assis à table, fixant l'endroit où se trouvait l'ordinateur portable, comme si le mot « annulé » allait réapparaître s'il le cherchait suffisamment. Je me suis levé et suis retourné dans ma chambre. Non pas pour je n'avais pas besoin de me cacher, mais de prendre autre chose. À mon retour, je tenais un fin dossier. Rien d'extraordinaire, pas d'étiquette voyante, juste des feuilles soigneusement empilées et agrafées. Je les posai sur la table entre nous. Et maintenant? Demanda papa d'une voix rauque. Encore des chiffres, des explications, dis-je. Celles qu'on aurait dû avoir il y a des années. J'ai ouvert le dossier et lui ai tendu la première page. C'était un courriel de la banque. Nos noms en haut, Robert Harris, Emily Harris, co-emprunteur. Le regard de papa a parcouru la page, puis s'est détourné. Ce ne sont que des papiers, a-t-il dit rapidement. La banque a dit que ça n'aurait pas d'importance. Pour moi, si, ai-je rétorqué. Chaque paiement manqué, chaque frais de retard, chaque fois que tu as dit que tu t'en occuperais. Marc a froncé les sourcils. Attends, a-t-il dit. Que signifie exactement co-emprunteur? Je l'ai regardé. Ça veut dire que si cette maison fait faillite, ma cote de crédit baissera aussi. Papa a ricané. Ce n'est pas vrai. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Je parlais à une conseillère financière, ai-je précisé avant de décoller. Cela a attiré son attention. J'ai tapoté l'écran et un visage familier est apparu en appel vidéo. Calme, professionnel, sur un fond neutre de bureau. Salut Émilie. Elle a demandé. C'est toujours un bon moment. Oui, ai-je répondu. Merci de me rejoindre. Mon père a reculé sa chaise. Légèrement. Vous avez fait intervenir une personne extérieure à cette histoire. Ce n'est pas une personne extérieure, ai-je dit. Elle connaît les règles. La conseillère a parlé avec précaution, d'un ton mesuré. Elle a expliqué clairement ce que signifiait être co-emprunteur. Que ma solvabilité était liée au prêt. Que les défauts de paiement et les retards répétés m'affectaient directement. Que j'avais le droit de demander à être retiré du prêt. Et s'ils ne peuvent pas obtenir le prêt individuellement, a demandé Marc à voix basse. La conseillère n'a pas hésité. Alors le prêteur pourrait exiger un refinancement ou, dans certains cas, la propriété pourrait devoir être vendue.
L'absence de ma mère s'est soudainement fait sentir. Elle n'avait pas dit un mot depuis le dîner, restant simplement debout près de la porte, les mains jointes. « Vous ne pouvez pas faire ça », a dit mon père, la voix forte. « C'est notre maison. »« C'est la mienne. »« Je ne prends pas votre maison, » ai-je dit. « Je vous empêche de mettre mon avenir en péril sans mon consentement. » La conseillère a hoché la tête. Émilie a déjà comblé plusieurs déficits. Poursuivre cet arrangement sans transparence la met en position de faiblesse. Je l'ai remerciée et j'ai raccroché. Le silence qui a suivi était plus pesant qu'avant. J'ai sorti le document suivant. Ceci, dis-je, est ma mise en demeure. Mon père l'a fixé du regard. Mise en demeure de quoi? Que j'arrête tous les prélèvements automatiques liés à cette maison, dis-je. L'électricité, les frais supplémentaires, tout ce qui est prélevé sur mon compte. Marcus sursaught. Tout. Oui. Tu ne peux pas simplement tout arrêter comme ça, dit mon père. Ce n'est pas juste. J'ai croisé son regard. Aucun d'eux ne prétendait que je n'étais pas concerné par ce prêt. J'ai sorti mon ordinateur portable une dernière fois et j'ai ouvert la liste des prélèvements automatiques mensuels. Mon nom figurait clairement à côté de chacun d'eux, mensualité de l'emprunt, électricité, Internet, abonnement de streaming, livraison de courses. J'ai survolé le premier. À compter d'aujourd'hui, dis-je, ces prélèvements sont arrêtés. Marcus Savanka. Émilie, donne-nous au moins du temps, un mois, quelque chose. Je marquai une pause. Mon vieil instinct reprit le dessus, l'envie d'adoucir, de négocier, d'en faire un peu plus pour que personne ne se sente mal à l'aise. Puis je me souvins de la porte qui s'ouvrait. Pas de bonjour, pas d'accolade. Je te laisse du temps, dis-je. Du temps pour vivre à la hauteur de ce que tu mérites vraiment. Yekliwai. Un message de confirmation apparut, puis un autre. Mon téléphone vibra dans ma poche tandis que les emails commençaient à affluer. Les épaules de mon père s'affaissèrent. « C'est cruel » murmura-t-il. Je secouai la tête. Non, ce qui était cruel, c'était de me laisser croire que c'était temporaire. Entre, tout va bien. Tout va bien. Je fermai mon ordinateur portable et pris mon dossier. Je ne fais pas ça pour te punir, dis-je doucement. Je le fais parce que si je ne m'arrête pas maintenant, je ne m'arrêterai jamais. Personne ne protesta ensuite, car ce n'était pas un combat qu'il pouvait gagner par la culpabilité ou le volume. C'était de la paperasse, et la paperasse, elle, se fiche de savoir combien de temps vous criez. Je ne suis pas sorti de la maison ce soir-là. Pas tout de suite. Je suis resté dans ma chambre d'enfance, à fixer le même plafond que je fixais adolescente. Sauf que maintenant, chaque bruit sonnait comme un compte à rebours. Personne n'a frappé à ma porte. Personne ne m'a demandé si j'allais bien. Le silence était assourdissant. Les premières conséquences ne se sont pas fait attendre. Le lendemain matin, mon téléphone vibrait de notifications, non pas de papa, mais de la banque. Chacune était une confirmation. Des paiements étaient annulés, des comptes mis à jour, des responsabilités transférées. L'ambiance dans la cuisine avait complètement changé. Plus de photos de vacances ouvertes sur les téléphones, plus de voix enthousiastes. Mon père se déplaçait plus lentement, comme s'il portait un fardeau trop lourd pour être posé. Marc évitait mon regard et ne parlait que lorsque c'était nécessaire. Les enfants le sentaient aussi. Ils étaient plus silencieux, plus prudents, comme s'ils avaient appris du jour au lendemain que quelque chose d'important était cassé, et qu'ils ne savaient pas comment le réparer. À la fin de la semaine, la réalité a commencé à frapper plus fort. Marc prenait des heures supplémentaires. Les horaires. Je l'entendais au téléphone tard le soir, se renseignant sur les heures supplémentaires, les tournées de livraison, tout ce qui permettait d'être payé rapidement. Les blagues avaient disparu. L'assurance aussi. Il parlait désormais, tout était chiffré, plus de suppositions. Mon père passait des heures devant l'ordinateur, à éplucher ses relevés bancaires et ses courriels, la mâchoire crispée. Je le voyais relire les mêmes messages, encore et encore, comme si la répétition pouvait en changer le sens. « Tu n'es pas obligé de tout faire d'un coup », dit-il un après-midi sans me regarder. « C'est, répondait-il. Sinon, ce ne serait jamais terminé. » Il ne répondit pas. Quelques jours plus tard, je vis ma mère commencer à vendre des affaires en ligne. Des sacs de marque que je l'avais vu porter lors de brunch. Une table basse qu'elle appelait autrefois un investissement. Les descriptions étaient impeccables, à peine utilisées. Déménagement, vente urgente. Elle n'en parla jamais. Moi non plus. Ce qu'elle ne vendait pas se manifesta autrement, plus discrètement. Les courses devinrent moins chères. Les marques disparurent du placard. Le thermostat descendit de quelques degrés. Même si les nuits restaient froides, la maison apprit à vivre sans ma carte bancaire. Ils comblaient les vides en silence. Le plus dur n'était pas la tension, mais le changement dans leur regard.
Ce n'était ni de l'affection, ni de la gratitude. C'était du calcul. Comme s'il cherchait à savoir quand j'allais céder. Je n'ai pas cédé. 2 jours plus tard, je suis reparti avec une valise aussi pleine qu'à mon arrivée, mais le cœur étrangement plus léger. Il n'y eut pas d'adieu dramatique. Papa m'a serré fort dans ses bras. Marc a murmuré « Envoie-moi un message quand tu seras rentré ». Dans l'allée, mon téléphone est resté silencieux. Un instant, je me suis demandé si j'étais allé trop loin. Si je n'aurais pas dû laisser un acompte, une petite marge de sécurité pour amortir le choc. Puis, une semaine après mon retour, mon amie Sarah m'a écrit « Tu as vu ça ?» Une capture d'écran était jointe. C'était une publication de mon père sur Facebook. Il ne mentionnait pas mon nom. Il n'en avait pas.